Tiens, d'ailleurs, c'est la première question que je vais poser à mon ami Wilfried Galland, stratégiste Montpensier Finance. Bonjour. Salut Wilfried. C'est une prévision sur l'avenir, les records qu'on a battus, on va dire au début de la semaine qui précède la diffusion de notre entretien. C'est une prévision sur la valeur créée par les entreprises qui y sont cotées. C'est pas une prévision sur globalement l'environnement macroéconomique. C'est lié quand même les deux. C'est lié, mais les marchés ne sont pas et n'ont pas vocation à être le baromètre de l'économie. Les marchés donnent simplement des prix. Et là, en fait, ils donnent un prix, effectivement, à la création de valeur dans l'avenir des entreprises qui y sont cotées, compte tenu de ce qu'on leur donne comme environnement de taux d'intérêt. Et tu dis ça parce que, commençons par ça finalement, c'est très intéressant, cette cote, elle est déformée. Ouais. Par le secteur du luxe en France, par exemple, par les GAFAM, les 7 fantastiques, on disait, c'est ça ? Exactement. Aux États-Unis. Elles sont globalement déformées par quelques méga créateurs de valeur. Donc, effectivement, le luxe en France, on peut parler effectivement de quelques entreprises pharmaceutiques qui surfent sur la vague des médicaments anti-obésité et qui sont devenues, je prends par exemple l'exemple de Novo Nordisk, entreprise danoise dont aujourd'hui qui est devenue tellement macroéconomique qu'elle est plus importante en termes de création que le PIB du Danemark. Donc, ça pose un problème d'ailleurs au Danemark. La valeur de Novo Nordisk dépasse le PIB du Danemark. Exactement. Donc en fait, les variations d'activité de Novo Nordisk sont tellement importants que ça pose des problèmes en termes de comptabilité nationale au Danemark, parce que en fait, l'entreprise est devenue trop grosse pour le pays. Voilà. Oui, mais il n'y a pas de taxe assise sur la valorisation boursière. Donc, ça reste une taxe assise sur, alors j'en sais rien au Danemark, mais le chiffre d'affaires ou les bénéfices. Mais en revanche, quand vous voulez voir le développement du pays, en fait, il est tellement tordu par le développement de Novo Nordisk que ça devient absolument plus représentatif du reste de l'économie danoise. Voilà. Et alors, je ne dis pas qu'on en est au même point sur les autres marchés, mais néanmoins, c'est vrai qu'on a ces géants qui tordent un petit peu les effets de la cote. Les indices sont d'une certaine manière une construction intellectuelle. Les indices, c'est une construction intellectuelle qui ont vocation à montrer comment est-ce que les grandes entreprises fonctionnent, mais à l'intérieur, vous avez de telles différences que c'est difficile de raisonner en moyenne. On va dire, voilà, c'est de plus en plus difficile de raisonner en moyenne. C'est très intéressant. Alors, on a parlé de Novo Nordisk, mais Nordisk. En fait, c'est plus simple que ça n'en a l'air. Exactement. Novo Nordisk. Exactement. Voilà. Médicaments anti-obésité. Les fameux GLP-1. Il faut parler d'NVIDIA. Donc, j'ai juste ramené quelques chiffres, parce qu'en fait, il y a quelque chose de très rationnel, finalement. Donc, NVIDIA a pris 231% sur un an. Oui. Mais son chiffre d'affaires T4 a pris aussi, finalement, pas loin enfin, même plus que 231%. Ils sont passés de 6 à 20 milliards de dollars sur les chiffres d'affaires T4. Donc, tu es là sur quelque chose d'assez rationnel. En fait, NVIDIA, c'est... Donc, c'est les puces informatiques les plus élaborées du monde, hein, je le dis. NVIDIA, c'est l'entreprise qui surfe sur la vague de l'intelligence artificielle et qui montre, et c'est la seule aujourd'hui véritablement dans ces proportions-là, qui est capable de montrer aux investisseurs, oui, je fais de cette vague de l'intelligence artificielle du vrai argent. Voilà. Ce ne sont pas des promesses, c'est effectivement du chiffre d'affaires qui se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, en cash flow à l'intérieur de mon compte de résultat. Et en fait, c'est vrai que c'est très important, Stéphane, ce que vous dites, c'est que on a la semaine prochaine, on a le 21 février les résultats de NVIDIA. Et ce sera un événement macroéconomique, probablement encore plus important que les différents chiffres qu'on a pu commenter régulièrement sur l'inflation américaine. Oui, c'est ça. Tu crois qu'il y aura vraiment une surprise à l'intérieur de ce Non, mais en revanche, résultat, parce qu'on a le chiffre d'affaires là. Ce qu'on va voir, c'est est-ce que la progression telle qu'on l'imagine, elle est encore supérieure à celle qu'on avait anticipée ? Est-ce qu'elle est juste au bon niveau ? Sachant qu'une nouvelle fois, c'est l'entreprise qui est capable de montrer, la seule peut-être un petit peu avec Microsoft, dans de beaucoup plus faibles proportions, que l'intelligence artificielle crée véritablement pour une entreprise des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc ça va être intéressant à voir, parce qu'effectivement, c'est le baromètre de cette vague qui a quand même tiré beaucoup les marchés. On a quand même vu, je rappelle, Meta gagner 200 milliards de capitalisation en une seule séance boursière. Ce qui est un record absolu. Pour une entreprise, gagner 200 milliards de capitalisation, soit, je rappelle, c'est la capitalisation d'Hermès en une séance. Oui, mais
là aussi, et c'est ça qui je trouve intéressant, c'est que c'est pas irrationnel du tout. Ah non, pas du tout. On prenait acte d'un virage stratégique. Exactement. Meta prenait acte de ce que sur le métaverse, ils auront peut-être raison dans 5 ans, mais en même temps, là, ils allaient arrêter les frais. Qu'on avait un virage stratégique qui était très bien pris sur la pub, qui restait très puissant. Cela dit, les amis, quand on parle de souveraineté, il va quand même falloir, une fois encore, reposer la question de la publicité, de la concentration publicitaire. Là, les perspectives qu'on voit sur 2030 sont absolument sidérantes sur la concentration de l'impact publicitaire. Le gagnant prend tout. Alors, enfin, les 3-4 gagnants, quoi. On va dire, voilà, les 3-4 gagnants. En plus, vous avez cet élément du retail média qui fait que Amazon, Facebook, etc., justement, vont s'en sortir. Mais enfin, voilà, c'est mais par exemple, un vrai sujet sur le développement et l'indépendance des médias ailleurs dans le monde. Et quand je dis le gagnant, c'est qu'on voit que dans les réseaux sociaux, le réseau social qui capte l'essentiel de la publicité maintenant de plus en plus, c'est Facebook, Meta, c'est plus les autres en fait. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est-à-dire que vraiment, en fait, chaque entreprise se spécialise. Et effectivement, dans la publicité, il y a d'autres choses, mais sur la partie réseau social, tout se concentre maintenant sur Meta. Alors l'autre chiffre quand même que je voulais donner autour de Nvidia et donc de cette intelligence artificielle, c'est les chiffres d'investissement donc des 4 autres, voilà, qui sont chacune 30 milliards de dollars. Exactement. C'est toute la force d'Nvidia. Sur une année, mesdames, messieurs, notre plan de relance, là, une année, 30 milliards de dollars chacune. C'est-à-dire qu'en fait, vous proposez des produits dont vos clients ont absolument besoin pour se positionner sur la technologie d'avenir, et ces clients sont les plus riches du monde. C'est une situation qui n'est pas mauvaise. Et vous êtes en situation de monopole. Et vous êtes en situation de monopole. C'est plutôt une bonne situation. Voilà. On peut dire, est-ce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation ? Eh bien là, c'est une bonne situation. Voilà, c'est des rencontres, mais c'est quand même d'abord et avant tout une très bonne situation. Bon, donc ça veut dire cette déformation n'est pas un pari sur le potentiel de croissance de l'économie occidentale, parce qu'on va dire un mot de la Chine évidemment tout à l'heure, de l'économie occidentale sur l'année 2014. Ce n'est pas 2024. Ce n'est pas essentiellement ça. Ça n'aurait pas pu avoir de telles proportions si on envisageait, à l'inverse, une récession mondiale. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le montrer. Et ce qui a été assez rassurant dans les derniers chiffres économiques, peut-être un peu perturbant pour un certain nombre de scénarios, dont le mien, d'ailleurs je ne le cache pas sur la partie des inflations, c'est que la croissance américaine, le dynamisme de l'économie américaine, de la consommation américaine en particulier, a été bien supérieur à ce qu'on attendait. Donc ça veut dire quoi ? Je rappelle que la consommation américaine, c'est 70% de l'économie américaine, ça veut dire que c'est l'économie chinoise en termes de poids. Et donc ça veut dire que on écarte de plus en plus, quasiment à 100%, l'hypothèse d'un scénario de récession mondiale. Et donc ça, les marchés sont d'une certaine façon rassurés parce que c'était le pire des scénarios. Le meilleur aurait été effectivement une croissance qui tient à peu près, avec en plus une baisse très très rapide des taux. Ça aurait été magique pour les marchés. Mais le scénario vraiment le plus adverse, c'est une récession mondiale. On voit que c'est en train de s'écarter. Et là, effectivement, ça donne un environnement dans lequel, effectivement, les entreprises comme Nvidia et d'autres peuvent prospérer, sinon ça aurait quand même été très compliqué. Et là, on dit encore merci aux consommateurs américains. Un chiffre encore que j'avais donné la dernière fois, c'était pendant que nous, donc dans les angoisses macroéconomiques de la fin de l'année dernière, on épargnait 15% de notre revenu, nous, Européens, les Américains n'épargnaient que 3% de leur revenu. Exactement. Et les Chinois épargnaient 28%. Et les Chinois épargnaient 28%. Voilà. Et donc, quand on regarde uniquement la partie des ménages urbains chinois, on est même à au-delà de 35%. Alors attends, on ira sur la Chine, je vais en finir avec les États-Unis. Comment est-ce que tu expliques ce qui relève quand même de l'exploit, et qui sera sans doute étudié d'ailleurs, j'imagine, par les économistes, cette contraction monétaire et la puissance de cette contraction monétaire qui ne donne ni chômage ni récession? En fait, elle s'explique par le fait d'abord qu'on a eu un soutien budgétaire qui ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire que oui, on a eu une contraction monétaire, mais en contrepartie, on a eu un déficit budgétaire. 7%. Voilà. Qui a continué à tourner très fort. Et on voit encore aujourd'hui, il y a quelques semaines, Joe Biden annonçait un moratoire sur les crédits étudiants, ce qui soutient directement la consommation. Donc ça, c'est quand même un point très important. Le deuxième, c'est qu'on se rend compte que les Américains arrivent à retrouver des marges de manœuvre sur l'emploi qu'on pensait avoir disparu. C'est-à-dire qu'on pensait qu'à un moment, le marché allait tellement se tendre que la fameuse courbe de Philippe, celle qui lie l'emploi et l'inflation, en fait, moins vous avez de chômage, plus vous avez de tension sur les prix, en fait,
elle existe très peu aujourd'hui parce que vous êtes capable de ramener vers le marché de l'emploi, notre rêve à nous Français, de ramener vers le marché de l'emploi des populations qu'on pensait avoir totalement disparu du marché. Ça, c'est quand même très positif. Il faut voir si ça continue justement au fur et à mesure des trimestres. Mais ce qui nous maintient dans cette dynamique effectivement extraordinairement. Des augmentations, parce qu'on les a oubliées maintenant, mais il y a 18 mois, ça a été une volée spectaculaire d'augmentation du salaire minimum aux États-Unis. Absolument. On a en particulier... Et c'est ça qui a déclenché, en fait, davantage de taux de participation à l'emploi. Et en particulier dans les salaires les plus faibles. Ouais, c'est ça, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et ça, en fait, on a réussi, ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à retrouver en Europe, on a réussi à retrouver de la main-d'œuvre sur des secteurs qui sont très consommateurs de main-d'œuvre et qui n'y arrivaient plus à recruter. Et donc, effectivement, le prix à payer, ça a été un peu plus de pression inflationniste, mais moi, je suis très, très volontaire pour payer un peu plus de 2,5-3% d'inflation, si effectivement, on arrive à avoir un taux de chômage durablement en dessous des 4%. Socialement, c'est beaucoup mieux. Tout à fait. Alors, la Chine, parce que là aussi, il se passe quelque chose quand même. Et ça fait... Alors, tiens, Denis Ferrand, le premier, m'avait apporté les chiffres d'investissement retranchés de l'immobilier. Et on voyait là que l'investissement industriel chinois était en train de repartir. On a des chiffres maintenant sur la robotisation des usines, sur la modernisation des usines. Ils sont en train de nous refaire le coup des années 90, en fait, Wilfried. Mais en fait, le problème qu'on va avoir globalement avec la Chine, c'est que la Chine est en situation de surproduction massive. Parce qu'ils sont en situation de surinvestissement, ils n'arrivent pas à relancer leur demande intérieure. Je parlais tout à l'heure des 28% de taux d'épargne, et c'est même plus de 35% quand on parle des ménages urbains seulement. 35% du revenu, c'est absolument considérable. Donc ça veut dire que les Chinois n'ont vraiment pas confiance dans l'avenir, donc ne veulent absolument plus consommer. Donc ils essaient de compenser avec un surinvestissement massif. Et on voit déjà des effets extrêmement tangibles. On voit par exemple que le prix du lithium, en l'espace d'un an, a baissé de 80%. Le fameux or blanc de la transition énergétique a baissé de 80% en un an. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation de surproduction de batteries et d'autres objets au lithium en Chine, qui fait que maintenant c'est vendu quasiment à perte. Les constructeurs automobiles chinois, pour lesquels tout le monde se dit c'est formidable, ils exportent énormément, ils font quasiment plus de marge. Parce qu'ils sont tellement surproduits. J'ai vu un graphe de l'effondrement des prix des voitures électriques en Chine, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemble parce qu'il faut qu'ils déstockent à toute vitesse. Et on a les mêmes problèmes sur les panneaux solaires, sur tout ce qui a été surinvestissement. Ils ont le même problème sur la partie surinvestissement immobilier, mais ça, ils ne peuvent pas exporter leur immobilier. Donc ça, on n'a pas le sujet. Et donc, c'est là où je dis qu'ils nous refont le coup des années 80. Exactement. Tout ça va massivement débarquer sur le monde occidental. Et c'est tout le dilemme du monde occidental. C'est-à-dire, soit effectivement, si je prends l'exemple de la transition énergétique, soit j'accepte ça volontiers en disant c'est formidable, je vais accélérer ma transition, ça va me permettre de le faire à moins cher. Mais en faisant ça, je détruis progressivement, voire très rapidement, mon tissu industriel. Exactement. Et je détruis des capacités. Exactement. Et on est là, dans ce dilemme-là. Et les Chinois sont véritablement en train de se constituer une masse extrêmement forte. Je ne pense pas que ce soit un plan. Je pense que c'est simplement le résultat d'un surinvestissement massif et d'une demande intérieure qui n'est pas au rendez-vous. Il y a eu un plan de modernisation des usines, quand même. Il y a eu un plan, mais en fait, le plan était, comme d'habitude, quand on fait des plans issus de haut, on prolonge les tendances. Je connais une de mes phrases favorites d'Alphonse Allais, les poubelles de l'histoire sont remplies des tendances prolongées. Voilà, donc ils ont prolongé la tendance en disant les véhicules électriques, c'est en train de partir très fort, donc ça va continuer. Sauf qu'en Chine, comme ailleurs, il y a des effets de palier. Ça va probablement à partir, mais il y a des effets de palier. Et ce palier-là, ils n'arrivent pas à l'encaisser avec leur surproduction actuelle. Et donc ils disent, cet excès de surproduction, on va le déverser ailleurs. Et effectivement, on a toutes les voitures qui se déversent aujourd'hui, qui veulent se déverser, avec les dilemmes de la Commission européenne. Est-ce que je mets des bonus-malus, puisque maintenant on ne parle plus de taxes à l'importation, on parle de bonus-malus. C'est beaucoup mieux. Voilà. On parle de mécanisme d'ajustement aux frontières. Exactement, d'un mécanisme d'ajustement aux frontières. Et on est là-dedans. Avec la Chine, on est là-dedans. Le danger, et je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut méditer, nous, Européens, c'est que lorsqu'on décide en centrale d'un plan massif de surinvestissement dans un domaine en particulier, on peut se retrouver avec des surinvestissements et des surproductions très très fortes quelques années plus tard, parce que la demande n'est tout simplement pas au rendez-vous, qu'on n'a pas laissé les forces du marché un tout petit peu s'exprimer. Ouais. Et toutes les usines de gigafactory qu'on est en train de créer, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans 4 ou 5 ans avec des superbes usines capables de produire énormément de batteries, mais on ne sait pas où mettre les batteries. Oui, sauf que nous, on a pris des décisions réglementaires telles que, a priori, on ne construira plus
de voitures neuves, ou en tout cas, on les vendra plus en Europe. Tout à fait. Vendra plus en Europe. Tout à fait. On les vendra de voitures neuves à moteur atmosphérique. Donc, pour le coup, il y a un débouché pour ces batteries. Mais il y aura peut-être un moment où, en fait, le consommateur préférera acheter des voitures d'occasion thermiques, au moins pendant un certain temps. La question n'est pas... En fait, l'horizon, on le voit très bien. Il va arriver, effectivement, l'électrification globale du parc, il va arriver. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir les 2, 3, 4... Il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit de 2, 3, 4, 5 ans de décalage. Ne serait-ce que 2, 3 ans de décalage, il faut se retrouver dans une position très compliquée. Merci Wilfried. Avec plaisir. Wilfried Galland qui nous accompagnait. Et maintenant, on va parler des entrepreneurs.